Rebonjour à toutes et tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette journée événement SASSAUN, consacrée à la Saône comme son nom l'indique bien sûr, mais à travers différents sujets, différents thèmes que nous avons répartis en 4 tables rondes. Après une première table ronde ce matin consacrée à la quantité d'eau, nous allons maintenant évoquer la qualité de l'eau avec le sous-titre qui vous a été proposé « Et si la qualité de l'eau de la Saône donnait envie de s'y baigner ?» Voilà tout ce que nous pouvons nous souhaiter et c'est ce à quoi répondront les différents invités qui se trouvent devant vous et devant nous, qui sont présents dans ce studio. À commencer par Monsieur Bécous, Jean-Claude Bécous, qui est président de la communauté de communes entre Saône et Grosne, Monsieur Stéphane Convert, qui est élu à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, Monsieur Didier Muneret, pardonnez-moi, qui est président du syndicat d'eau potable Brest-Dombes-Saône, et enfin Monsieur François Rollin, directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Mais avant de vous entendre, après vous avoir proposé quelques mots en guise d'introduction, je vous proposerai de découvrir ensemble une présentation qui nous sera faite par Madame Coquery à propos de la qualité de l'eau des rivières, comment évaluer et quelle est la qualité des eaux de la Saône en particulier, bien sûr, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, près d'1 million de personnes, ça a été rappelé ce matin, est alimentée en eau potable de la Saône. La qualité de ces eaux est un enjeu réel pour les habitants, mais son état reste moyen depuis plus de 10 ans, comme l'avait précisé le directeur général de l'Agence de l'eau en introduction tout à l'heure. Si elle retrouvait des eaux de qualité, la Saône pourrait nous offrir des trésors insoupçonnés, tels des ressources en eau qu'il ne sera plus nécessaire de traiter ou des sites de baignade où cette baignade serait prisée. Avant de vous entendre sur ce sujet, messieurs, j'invite donc Madame Coquery à nous faire sa présentation introductive de nos échanges. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc je travaille à INRAE, je travaille sur la qualité des eaux et également sur les sources de pollution. Et nous allons voir maintenant aujourd'hui comment on évalue la qualité des eaux et en particulier celle de la Saône. Je commencerai par un bref retour en arrière sur la manière qu'on a d'appréhender la qualité de l'eau qui évolue continuellement. Dans les années 70, les réglementations portaient principalement sur la matière organique et puis elles ont évolué pour surveiller plus intensivement les questions liées à l'eutrophisation, c'est-à-dire des apports de nutriments tels que les nitrates et les phosphates qui sont apportés par les rejets domestiques et également par l'agriculture. Et puis ont été introduits les micropolluants tels que les métaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont les HAP ou les PCB, les polychlorobiphéniles, et un certain nombre d'autres micropolluants tels que les pesticides. Toutes ces substances ont des effets connus et toxiques sur la santé humaine, également sur l'environnement, et c'est pour ça que la directive 4 sur l'eau est arrivée dans les années 2000, et l'objectif majeur de la directive, c'est effectivement de réduire les apports de ces substances vers les milieux aquatiques. Et la diapo suivante permet juste un rappel que ce sont le développement des activités humaines, principalement, qui produit ces milliers de substances qui sont libérées dans l'environnement et qui sont libérées en quantité de plus en plus élevée, de plus en plus forte. Les usages sont absolument multiples. On en connaît de nombreux. Ils sont illustrés sur les quelques images et les illustrations qui sont sur cette diapositive. Et ce qui est caractéristique de ces substances, c'est qu'elles sont de multiclasses. On a par exemple des médicaments, des additifs, des pesticides, des détergents. Et puis à l'intérieur de chacune de ces classes, on a également de nombreux composés. Et les caractéristique de ces composés, c'est qu'ils sont présents à des concentrations qui sont souvent très faibles. Comme le montre la diapo d'après, qui va arriver, je pense, c'est l'ensemble de ces substances. Si on peut mettre juste la diapo suivante. Voilà. Oui, je voulais juste rappeler, alors ça vous a... J'espère pas échapper que tout récemment, on a entendu dans les médias une équipe scientifique a montré et a démontré que la 5e limite planétaire de pollution chimique vient d'être franchie.
Le graphique est peut-être un petit peu barbare, mais ce camembert montre que sur les 9 limites planétaires, on en a déjà franchi 5. Et donc, on se demande si on est actuellement à un point de non-retour. Et je voulais juste vous montrer sur le graphique de droite, on voit la production de produits chimiques au niveau global. Là, on est au niveau mondial. Depuis les années 2000 aux années 2015, a doublé. C'est la ligne en bleu. Et puis, on voit par exemple la production de plastique qui est juste dessous en orangé. Et puis, notamment les antibiotiques qui ont aussi été multipliés par 1,5. Alors, quelles sont ces substances ? La diapo suivante, quelles sont les sources de pollution ? Les sources principales sont montrées sur ce schéma. On a donc des sources atmosphériques, les eaux de pluie, et puis des rejets qui viennent de nos usages domestiques et de l'industrie. On catégorise traditionnellement des rejets qui sont de sources ponctuelles, comme les stations d'épuration urbaine ou les rejets industriels, et puis des sources diffuses qui sont souvent plus difficiles à quantifier, qui viennent notamment de l'atmosphère et également de l'agriculture. L'ensemble de ces contaminants arrivent vers les milieux récepteurs et les nappes souterraines, et il y a beaucoup de projets qui se sont penchés sur l'évaluation de ces quantités de sources et de polluants, et qui sont généralement des études assez pointues, mais qui sont souvent difficilement généralisables pour avoir effectivement une image au niveau d'un bassin versant. Alors, la suite de mon exposé, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste un tout petit rappel pour montrer quelles sont ces substances. On a donc des macropolluants qui sont les matières en suspension, la matière organique et les nutriments. Et puis, de l'autre côté, des micropolluants avec des métaux et des métalloïdes. Et puis, des substances organiques qui sont des substances de synthèse, pour la plupart, qui sont les plus nombreuses, dont une grande et large majorité aujourd'hui a déjà été réglementée, mais il en reste effectivement de nombreuses, ce qu'on appelle des composés émergents, comme des substances pharmaceutiques ou des hormones. Et la diapo suivante permet juste de rappeler qu'est-ce que c'est que ce terme un petit peu barbare, mais qu'on entend beaucoup sur émergent. On a effectivement des substances chimiques nouvellement synthétisées en tant que produits de substitution de substances interdites. Et puis, on a des substances chimiques qui sont présentes dans l'environnement depuis des décennies, mais qu'on n'arrivait pas à analyser. Et donc, on a une partie de l'iceberg qui est émergée et qu'on peut doser, et puis énormément de substances qu'on connaît qu'à moitié et qui posent des défis en matière de gestion et de connaissances aussi sur leur comportement. Comme on le voit sur la diapo suivante, alors là c'est juste un petit rappel, heureusement on a je dirais la directive 4 sur l'eau qui adresse l'ensemble de ces substances prioritaires et qui commence à adresser les émergentes, et ça c'était juste un petit rappel pour montrer que dans les rejets de stations d'épuration et encore plus dans les rivières, les concentrations sont extrêmement faibles. Elles sont de l'ordre du nanogramme par litre et du microgramme par litre. Et ça explique en partie la diapo d'après que je souhaitais vous montrer pour finir ce panorama général. C'est que le nombre de micropolluants identifiés et suivis dans les eaux augmente, et il a considérablement augmenté, notamment à partir des années 2000, parce qu'il y a des nouvelles substances qu'on identifie et parce que les méthodes analytiques permettent d'aller les chercher. La diapo d'après, voilà. Je passe maintenant à la qualité des eaux dans le bassin de la Saône, qui est la préoccupation et le sujet d'aujourd'hui, plus particulièrement. Et la première image que je vous montre, c'est le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, et qui montre qu'effectivement, on a dans la Saône un état des eaux dégradé, plus particulièrement dans tout le bassin de la Saône, et qui est frappant quand on va de l'amont du bassin vers l'aval. On a une dégradation jusqu'à la ville de Lyon. Étonnamment, comme ça a été dit ce matin un peu plus tôt, la Saône, qui est le 9e fleuve français, est assez peu documentée sur la qualité des eaux. Et je vous ai mis ici quelques chiffres qui documentent les études scientifiques, avec effectivement beaucoup moins d'études qui proviennent du monde scientifique sur la Saône en comparaison à d'autres grands fleuves tels que la Loire, la Garonne ou la Seine. On a tout de même un certain nombre d'études qui sont ciblées, notamment sur le Haut-Doubs, et puis des études dont je vais vous parler
maintenant avec 2 courts exemples qui sont extraits de travaux de notre laboratoire à Villeurbanne. Donc le premier exemple sur la diapo suivante, c'est une comparaison, c'est une étude de la comparaison de la contamination des affluents du Rhône qu'on réalise c'est dans le cadre de l'Observatoire des sédiments du Rhône qui existe depuis une dizaine d'années. Et on voit ici l'évaluation de la contamination et de la comparaison des bassins versants avec la Saône en rouge et puis le Haut-Rhône en bleu. Et vous voyez sur le graphe de droite que la Saône est beaucoup plus fortement contaminée. Ça s'éclaire tout en rouge, que ce soit en conditions de crue ou d'étiage, pour des contaminants aussi variés que les HAP, PCB, les métaux et puis des pesticides, herbicides tels que le glyphosate et l'AMPA sont produits de dégradation. Et l'ensemble de ces substances va être amené vers le Rhône et vers la Méditerranée. Si on zoome sur la diapo d'après, sur l'évolution de la concentration en métaux de la Saône à Lyon. Je voulais juste vous montrer cette image. Donc on a ici les concentrations sur les 10 dernières années et on voit qu'on a relativement peu de tendances sur le long terme qui sont observées. On a en revanche des tendances saisonnières marquées et pour certains métaux, on a des concentrations qui vont suivre le débit. À noter pour cette catégorie de substances qu'on a des seuils de toxicité hauts qui ne sont pas dépassés. On a en revanche clairement des concentrations qui dépassent les fonds géochimiques sur cette station de la Saône à Lyon, donc à l'aval du bassin. Et le deuxième et dernier exemple, c'était des travaux, oui c'est bien la diapo suivante, merci, c'est des travaux qu'on fait sur le site atelier de l'Ardière et de la Morcille, qui est un petit bassin versant viticole dans le Beaujolais, qui fait partie de la zone atelier du bassin du Rhône. Et on a mis en évidence une diminution de la concentration en duron, un herbicide communément utilisé sur la vigne depuis 2008, date de son interdiction. Alors sur le graphique à droite en haut, vous voyez les petits points blancs en bas qui sont les concentrations très très faibles. Il s'agit de la station amont, au-dessus en haut du bassin versant où il y a très peu de vignes. Et puis on a tous les points noirs où on a des concentrations très élevées et qui atteignaient par le passé jusqu'à plus de 10 microgrammes par litre de duron dans les eaux de surface et qui diminuent au cours des années. Ici on a un suivi de 2009 à 2011. Le suivi a été continué jusqu'en 2013 et ce qui est encourageant, c'est que nos collègues biologistes ont mesuré en même temps les effets de ce duron, de cet herbicide sur les communautés microbiennes, donc les biofilms ou le périphyton qui poussent dans la rivière. Et on s'est aperçu que ces communautés étaient résilientes, c'est-à-dire qu'elles acquièrent une tolérance et on voit les points noirs sur le graphique du bas qui disparaissent au cours du temps. Et on a donc une qualité de l'eau qui s'améliore de manière globale. Je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Voilà, je vais vous donner juste quelques conclusions tout d'abord. On a donc une qualité des eaux du bassin de la Saône qui est en amélioration sur le long terme. En revanche, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, on a une qualité qui reste dégradée localement et qui stagne, enfin qui ne bouge pas. Et puis plusieurs études montrent une pollution chimique notable, et notamment en pesticides et en métaux, et qui est nettement plus élevée que ce qu'on observe dans le reste du bassin du Rhône, plus à l'aval. Mais ça fait effectivement des concentrations et des apports de polluants qui sont amenés vers l'aval. La Saône, comme je le disais, la qualité des eaux de la Saône est assez peu étudiée par les scientifiques en comparaison à d'autres milieux. Et donc, on a besoin de définir avec vous les axes prioritaires de ces travaux. Et puis, si l'on revient au thème principal de la journée, qui est le changement climatique, on peut se demander, est-ce qu'on va aller vers des eaux plus polluées et Pardon, il y a ma diapo qui disparaît un peu et donc voilà, ça revient. Donc est-ce qu'on va aller vers des eaux plus polluées et des polluants plus toxiques? Donc on a beaucoup parlé ce matin des étiages plus sévères et de la baisse des débits et on peut s'attendre à une augmentation des polluants dans ces cas-là. Dans le cas de crues ou d'inondations, on peut penser que ça peut perturber le fonctionnement des stations d'épuration. Ça peut aussi augmenter l'érosion et l'apport de sol ou de matières en suspension contaminées de manière ancienne et vers les cours d'eau. Et puis enfin, l'augmentation de la température va probablement augmenter la biodisponibilité et la toxicité
des micropolluants, et on peut s'attendre à avoir des stress supplémentaires pour les organismes aquatiques et qui doivent s'adapter au changement de leur milieu. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à la suite de la table ronde. Merci bien. Merci Madame Coquery. Je vous invite à rester avec nous suite à cette très belle présentation, très synthétique des enjeux qui nous concernent pour cette table ronde consacrée à la qualité. Je rappelle, Madame Coquery, que vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale de Lyon, Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes. Merci pour votre présence et cet exercice de la présentation extrêmement synthétique et très contrainte par le temps d'un sujet que vous connaissez bien. Je vais commencer avec Monsieur Rollin de l'Agence de l'eau, si vous le voulez bien, pour justement revenir sur ces données qui viennent de nous être rappelées. Bon, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter un peu vu le catalogue de substances dont vous nous avez fait part. Et on prend la mesure aussi de toutes les erreurs qui ont pu être commises par le passé. Et l'un des objectifs de nos tables rondes, c'est justement d'étudier et d'envisager ensemble la manière de ne plus en faire de ce type d'erreurs et comment gérer et comment compenser celles qui ont été faites. Alors toutes ces données qui sont connues aujourd'hui et qui permettent de faire ces constats, Monsieur Rollin, comment l'Agence de l'eau œuvre-t-elle pour les mettre à disposition, ces données qui permettent de juger justement à l'instant T de l'état qualitatif d'un cours d'eau ? Eh bien, l'Agence de l'eau, elle recueille des quantités de données assez conséquentes et elle les valorise au travers notamment de cartes. Vous avez vu la carte de l'état écologique des eaux sur le bassin Rhône-Méditerranée qui s'est affichée. Donc, ça permet de valoriser effectivement les suivis qu'on réalise sur les masses d'eau. Alors, on suit notamment, et c'était ce qui figurait sur cette carte, on suit notamment l'état écologique des eaux. C'est un indicateur de qualité qui va au-delà de la qualité physico-chimique. L'état écologique, c'est un indicateur de qualité qui permet de rendre compte de la capacité de la masse d'eau à accueillir la vie. Et c'est quand même le niveau ultime finalement de la qualité, c'est d'avoir une eau qui permette aux communautés animales, végétales, aux écosystèmes de se sentir bien, de se développer et d'être riches et diversifiés au sein de cette masse d'eau. Et d'ailleurs le titre de notre table ronde qui nous invite à la baignade nous rappelle que l'être humain est lui-même un organisme aquatique à certains moments de sa vie. Et apprécie cette possibilité. Voilà, tout à fait. Alors, on réalise ce suivi et le chiffre a été évoqué, je crois déjà dans la journée. Le constat qu'on fait sur la Saône, et c'est en rapport avec la couleur rouge qui dominait la carte, hein, le constat qu'on fait sur la Saône, c'est qu'au niveau de son linéaire, on a seulement 13% du linéaire de la Saône qui est en bon état écologique. Donc ça, c'est le signe qu'en fait, cette grande rivière, elle subit un certain nombre d'altérations, elle connaît des problèmes au niveau des indicateurs physico-chimiques de l'eau, mais également au niveau des indicateurs de peuplement biologique. On a pas mal de critères qui sont à des niveaux moins que bons sur la Saône, et donc c'est une des raisons de sonner l'alerte aujourd'hui. Ce constat, il est quand même pas très bon, et il doit nous inciter collectivement à fortement progresser dans ce domaine. Alors rapidement, si on évoque les causes de la situation que j'évoque, elles sont multiples. On a déjà le fait que la Saône, c'est la rivière qui se situe en aval de beaucoup d'autres masses d'eau, donc finalement elle recueille tout ce que ces affluents lui apportent. Les affluents sont guère mieux, on va dire, dans le Val de Saône, puisque on a comptabilisé environ seulement 3% des affluents directs de la Saône qui sont eux-mêmes en bon état. Donc la pauvre Saône, elle récupère aussi tout ce qui se passe en amont sur son bassin versant. Plus globalement, on va y revenir, hein, il y a un certain nombre de sources de pollution qui sont d'origines diverses. Ces sources de pollution, on les trouve au niveau de l'aval des agglomérations notamment, avec toutes les substances qui ont été évoquées par Madame Coquery. Ce sont aussi des pollutions diffuses liées à l'agriculture, avec les pesticides qui ont été cités, qu'on retrouve assez largement. Donc ça, les pollutions sont une cause évidente sur la Saône de la dégradation de l'état écologique. C'est pas toujours le cas, mais sur la Saône, on est vraiment concerné par ces problématiques. Et puis la Saône, ça a été aussi évoqué pas mal ce matin, notamment dans la première table ronde, c'est une rivière qui a été
beaucoup aménagé, donc qui a subi quelque part un certain nombre d'altérations physiques qui perturbent le fonctionnement des écosystèmes. Elle est relativement corsetée. Les fonctionnalités, la connectivité avec les espaces latéraux ou la connectivité longitudinale a été très compromise par des aménagements parfois excessifs. Depuis des temps assez anciens, on a quand même pas mal aménagé cette rivière. Donc voilà des raisons de la dégradation de l'état écologique. Et puis on a, et je terminerai sur ce point, les effets du changement climatique qui n'améliorent pas les choses, puisque un des paramètres de l'état écologique, c'est aussi la température de l'eau. Et on voit que la température, dans certaines situations de la Saône, augmente à des niveaux tels que, justement, ça déclasse l'état écologique et ça compromet la capacité de la Saône à accueillir des écosystèmes en bon état. Merci pour ces précisions, Monsieur Rollin. Alors, Monsieur Muneret, Didier Muneret, en tant que président d'un syndicat d'eau potable, vous êtes au front, vous êtes en première ligne, si je puis dire, parce qu'il vous faut composer avec tout ça. Il vous faut travailler avec ce que j'ai appelé le catalogue des substances, notamment pour ce qui concerne les pollutions diffuses, chimiques et de diverses natures. Alors, quelles sont les difficultés particulières auxquelles vous devez faire face aujourd'hui en tant que syndicat d'eau potable, face à ces aussi nouvelles molécules qui apparaissent? Quelles sont les évolutions avec lesquelles il vous faut anticiper aujourd'hui? Alors effectivement, on est au front et quotidiennement, les élus et leurs exploitants de réseau s'investissent et travaillent pour la sécurité sanitaire des abonnés. Donc c'est un travail qui est un peu dans l'ombre. Moi je dirais que... j'aimerais dire d'ailleurs que l'eau c'est certes un bien commun, mais in fine, quand elle arrive au robinet, ça devient un produit, puisqu'elle a été extraite, elle a été pompée, elle a été stockée, traitée, distribuée. Et contrairement à certains autres produits alimentaires, par exemple, le maraîcher qui fait des salades ou l'éleveur qui fait des poulets, par exemple, eux, ils répondent à la limite à soit un problème soit ils décident de produire en termes de quantité ou en termes de qualité. Nous, dans l'eau potable, on doit répondre aux deux simultanément. On ne peut pas dissocier quantité et qualité. On doit répondre à la demande de nos abonnés pour leur activité, leur vie domestique, les entreprises, pour les volumes qu'ils veulent, qu'ils souhaitent, mais également on doit leur fournir une eau qualitativement irréprochable. Donc c'est là le double enjeu. On peut pas n'étudier que la qualité sans parler aussi quantité. Donc je voulais faire cette remarque, elle me paraît importante, et c'est le grand défi pour nous, collectivités qui distribuent de l'eau. Ça, c'est le premier point. L'eau est un aliment, sans doute l'aliment le plus contrôlé et le plus surveillé en France. Pour être mise à disposition de l'alimentation humaine, l'eau doit à peu près satisfaire à 70 critères, 70 paramètres physico-chimiques, bactériologiques, etc. Globalement, en France, je crois que 95% des ressources sont globalement de qualité, à quelques bémols près. Sur notre syndicat, qui alimente 100 000 habitants, 67 communes, ces années dernières, on n'a pas constaté forcément d'analyse non conforme. Alors on a toujours un petit accident de parcours, mais globalement, c'est quasiment 100%, on va dire 99% des analyses sont conformes. Analyse faite à la fois par l'ARS, dans le cadre d'un suivi sanitaire, réglementaire, et par les exploitants de réseau, en autocontrôle. Donc je dirais que, a priori, notre planète bleue, alors quand on a entendu l'exposé de Madame Coquery, et pour rebondir sur ce que vous disiez au préalable, on n'a pas forcément envie de se baigner dans la Saône tout de suite, tout au moins, même si ça peut procurer un peu de plaisir l'été quand il fait chaud, on est bien d'accord, mais a priori, sur notre planète bleue, a priori, tout va bien. Il n'en demeure pas moins qu'on constate un certain nombre de dégradations. Alors, on a différents types au niveau de la qualité. On peut avoir des pollutions, je dirais, plutôt ponctuelles, qu'elles soient accidentelles ou malveillantes d'ailleurs. Des pollutions plus événementielles liées à des crues et des pollutions plus chroniques liées à des activités humaines, industrie ou agriculture. Donc je garde celle-là pour la fin. Si je reviens sur les premières, qu'est-ce qu'on fait? Alors on constate souvent sur des pollutions accidentelles, type déversoir d'orage qui ne fonctionnent pas et toutes les eaux usées, au lieu d'aller
dans la station d'épuration vont directement dans la Saône et effectivement après passent au droit de nos captages. On a découvert il n'y a pas longtemps des pots de résine qui avaient été enterrés en berge de Saône et qui, avec l'érosion, Commencer à diffuser, à se retrouver à tomber dans la Saône. Des gens qui vidangent leur cuve et qui mettent tout ça dans le réseau pluvial, de la peinture. Voilà. Alors ces problèmes-là, on les règle ponctuellement, si vous voulez, puisqu'on a une alerte. L'administration nous informe surtout l'exploitant, qui coupe les captages, la production. On fait des analyses, on surveille et on remet en production. Je vous proposerai d'y revenir un peu plus en détail si vous le souhaitez dans un deuxième temps, mais juste pour nous fixer un peu les idées, je me tourne vers Madame Coquery pour en savoir plus, parce qu'on a entendu dans les différents types de pollution auxquelles a faire face, par exemple, un syndicat d'adduction d'eau potable, de distribution d'eau potable. On a des substances très anciennes qui se rappellent régulièrement encore à notre bon souvenir. On a d'autres substances peut-être qui ont tendance à diminuer grâce à l'interdiction notamment de certaines molécules par le passé. Et puis on a les substances nouvelles aussi auxquelles on se trouve confronté, ou on va se trouver confronté. Alors s'il fallait retenir une sorte de tiercé, je dirais des dangers qui se présentent à nous, ou des molécules qu'il faut surveiller en particulier, qu'est-ce qui passe encore à travers la raquette ou qui pourrait passer à travers ces trous de la raquette à l'avenir, parce qu'à la limite, M. Muneret est dans le curatif à travers ses missions et sa responsabilité, mais préventivement, de quoi doit-on se méfier particulièrement aujourd'hui ? Ça a été évoqué juste avant. Je pense qu'il y a tous les rejets d'origine urbaine qui, quand les stations d'épuration fonctionnent bien, et elles sont de mieux en mieux, enfin les communes, les grandes et les petites agglomérations sont de mieux en mieux équipées, et quand elles fonctionnent bien, elles sont en capacité de bien traiter l'ensemble des rejets domestiques. En revanche, on a effectivement, et on craint particulièrement les rejets, les ruissellements urbains et les déversoirs d'orage. Et quand on parle de pluies plus fréquentes ou d'orages de crues plus fréquentes, toute cette question de la gestion des eaux pluviales. Alors je rappelle, les eaux pluviales, elles vont sur toutes ces surfaces artificialisées où on a qui ont été désimperméabilisées aussi pour aussi, beaucoup. Tout à fait. On a parlé ce matin également du fait de favoriser l'infiltration dans le sol, qui est une solution possible. Et donc je pense que c'est un gros axe de travail à mener, et on est encore loin de connaître et de bien identifier ces sources parce qu'elles sont difficiles à mesurer. Donc on a effectivement un programme de recherche qui travaille là-dessus dans le cadre de l'Observatoire des sédiments du Rhône, où on va travailler sur l'agglomération lyonnaise et en se mettant sur un plus petit bassin versant pour essayer de mieux identifier ces sources. Et puis l'autre partie, et là je reviens à ça, c'est effectivement dans le cas de la Saône, c'est en effet les pesticides. Et dans ce domaine-là, on a vraiment une question à traiter globalement et de façon inter et pluridisciplinaire et pluriacteur. Mais on voit qu'on a des pesticides anciens. Si on se remet à travailler la terre, ils vont ressortir. S'il y a des crues ou des événements qui favorisent l'érosion, les sols et ces pesticides anciens peuvent rejoindre la rivière. Et puis, on a effectivement l'évolution de l'agriculture qui fait qu'on peut éventuellement mesurer des plus faibles concentrations, mais c'est aussi que les substances actives sont de plus en plus toxiques. Alors, elles se dégradent plus vite aussi, mais comme elles se dégradent, eh bien, il va y avoir des produits de dégradation, et c'est tout l'enjeu d'être capable de mesurer non seulement les molécules parentes, quand on parle par exemple de l'atrazine, une molécule ancienne, on sait que l'atrazine, on en retrouve moins, mais on trouve la déséthylatrazine, qui est son produit de dégradation. Un métabolite. Qui est un métabolite. Bon, alors dans le cas du glyphosate, c'est très frappant. On voit bien qu'on retrouve dans l'eau de la Saône plus d'AMPA, sont un de ses dérivés, que de glyphosate lui-même, selon les saisons. Donc on a toute cette question de comment on les identifie et comment on est capable de vérifier que la toxicité n'augmente pas. Et puis bien sûr, alors là c'est pas mon métier, mais je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui, c'est comment on fait une agriculture raisonnée, ou comment on modifie nos modes agriculturels. Est-ce que c'est possible pour peu à peu aller vers une baisse de l'utilisation de ces entrants, parce qu'il n'y a que comme ça
Qu'on peut y arriver, c'est la composante préventive dont je parlais, bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Coquery. Vous aurez peut-être relevé au passage mon lapsus quand vous parliez des sols artificialisés. Je disais qu'ils étaient désimperméabilisés, mais je prenais mes désirs pour des réalités. Vous avez compris, je parlais de sols imperméables, justement, malheureusement. Alors, Monsieur Bécou, je me tourne vers vous maintenant en tant que président de la communauté de communes Entre-Saône et Grosne. Grosne, on dit le Grosne, la Grosne, la Grosne. Hein. C'est un affluent. Très bien, merci pour cette précision qui participe de notre culture générale autour de la Saône. Comment un EPCI comme le vôtre peut-il contribuer à son niveau, évidemment, et avec ses moyens, j'imagine, à son échelle, à améliorer la qualité de l'eau de la Saône ? Très bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi également de préciser que je suis conseiller départemental de Saône-et-Loire, délégué en charge de la politique de l'eau. Et à ce titre, je tiens à féliciter toute l'équipe qui travaille en partenariat avec les collectivités, en tant bien synthétique, mais en ingénierie. Leur travail était quand même couronné un peu de succès, si je puis dire, puisque ce qui me fait dire que je suis optimiste, quelqu'un d'optimiste, puisqu'en 2019, le conseil départemental de Saône-et-Loire a voté un plan environnement très ambitieux et qui s'inscrit entre autres dans une politique un peu vertueuse au niveau de la qualité et de l'utilisation de l'eau. Au niveau de la communauté de communes, bien évidemment, entre Saône et Grosne, dans une petite commune de 23 communes, à peine 12 000 habitants. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc nous, avec la GEMAPI, effectivement, c'était dit par le président du Grand Chalon tout à l'heure, GEMAPI, nous avons GEMAPI depuis 2018. On lève la taxe, ce qui n'est pas forcément peut-être le cas de tous, je crois. Nous, on lève la taxe et de manière, bien évidemment, embryonnaire, si je puis dire, puisqu'on n'a pas forcément encore déclenché d'opération en tant que telle. Nous sommes un petit peu dans l'attente et on se félicite effectivement, d'ailleurs, une réunion comme aujourd'hui, une table ronde. On va s'appuyer également sur l'ingénierie de PTB, justement, pour mener à bien des opérations. On sera en collaboration avec un l'épage de la Grosne, qui est effectivement un affluent, et vous l'avez souligné, monsieur, qui effectivement, il y a des problèmes sur la Grosne, et in fine, ça arrive dans la Saône. Donc c'est un travail assez pointu qui va être mené à l'avenir dans ce cadre de cette loi GEMAPI. Nous avons également mené un gros travail, on est un peu précurseur à ce niveau-là, j'ai la prétention de dire cela, sur la prise de compétences assainissement collectif et eau potable. On s'est pas doté pour l'instant de la compétence eau potable, puisqu'effectivement il y a des syndicats qui sont en place, et voilà, c'est quelque chose qu'il faut manier avec prudence, parce que voilà, il y a toujours un petit peu je parle à mon collègue, il faut faire très attention à ce que l'on fait, parce que là, le rôle d'un président d'intercommunalité, si je puis dire, c'est de mener des travaux de manière très consensuelle. Ce qui n'est pas toujours simple, je peux le préciser, parce qu'en matière d'assainissement collectif, pour le coup, il y a bien des trous dans la raquette. Depuis 2020, ma collectivité s'est dotée de la compétence assainissement collectif. Alors, dans le cadre de la loi NOTRe, bien évidemment. Alors, si ça a ses inconvénients, ça a effectivement des vertus. Il est clair que certaines communes étaient totalement dans l'incapacité de faire face justement aux injonctions qui leur étaient faites en matière d'assainissement collectif. Et ça, vous l'avez souligné, madame, si on ne traite pas la problématique d'assainissement collectif, ça va finir par être très très compliqué. Voilà, donc ça c'est un intérêt quand même très important que les EPCI se dotent de la compétence assainissement collectif. Sur le département de Saône-et-Loire, par exemple, il y a 3 intercommunautés rurales qui sont dotées de cette compétence. Il en manque encore beaucoup. Je ne parle pas bien évidemment des comités d'agglomération. Il faudrait que, puisque, me semble-t-il, qu'en 2022, il y a des élections, il va falloir que le législateur, me semble-t-il, se penche un peu sur cette notion de transfert de compétences assainissement collectif, parce que là, je peux vous dire qu'il faut quand même que les présidents d'interco fassent un travail de pédagogie quand même extrêmement pointu pour que ça soit compris par tout le monde. Et on n'en est pas là. Il faut que le législateur soit facilitateur, justement, cette prise de compétences qui, pour moi, me paraît incontournable. Et il est vrai que depuis que nous exerçons, ça nous permet effectivement de faire des travaux d'ampleur qui en aucune façon, les petites communes, avec toute leur bonne volonté, malgré tout, ne pouvaient mener à bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Il faut que ça se dépoussière, ça s'amende, et je pense que les choses iront bien à ce niveau-là, ce qui me fait dire qu'on est également à côté positif. J'imagine qu'il y a un certain nombre d'élus, de vos collègues élus qui nous écoutent, qui sont connectés, qui partagent évidemment votre approche sur ce message-là. Je vous laisserai préciser les choses si vous souhaitez aller plus loin, mais je voulais également vous interroger, si vous le voulez bien à ce stade, sur la problématique de la fourniture de la qualité d'eau potable, puisque, sauf erreur, pour ce que j'en sais, vous êtes également impliqué dans un syndicat d'eau potable en Saône-et-Loire. Quelles actions concrètes, comme celle qu'a évoquée M. Muneret, peut-être menez-vous, portez-vous à travers cette responsabilité? Alors, on mène un travail, bien qu'on n'ait pas de la compétence au niveau de l'EPCI, on n'a pas pris de la compétence au PETA, pour autant, on mène un travail partenarial avec les syndicats qui sont distributeurs.
Et je remercie à ce titre-là également la Chambre d'agriculture qui a fait un travail remarquable à nos côtés, puisque là, on mène des études partenariales d'émergence de filières à faible taux d'intrants. Voilà. Alors on essaye de trouver nous des modèles économiques, si je puis dire, pour que les intercos puissent effectivement permettre aux agriculteurs de pouvoir avoir des débouchés, justement. Alors on peut parler du maraîchage bio, ça fonctionne quand même quelque part, et d'autres modes de culture qui pourraient justement éviter l'utilisation de ce genre de produits. C'est compliqué, c'est pas simple, je reconnais, mais voilà, le travail a été lancé. Alors il faut, voilà, pourquoi pas. Donc on avait travaillé sur notre intercommunauté, par exemple, sur la mise en place d'une chaufferie mixte, plaquettes bois et mescanthus, pour chauffer l'intégralité de nos bâtiments et tout. Et ce qui nous permettait effectivement sur nos périmètres de puits de captage, sur un syndicat qui malheureusement posait problème. Effectivement, il y avait les dérivés de l'atrazine, certes, donc il y avait les filtres à charbon qui étaient là pour cela, mais malgré tout, il y a toujours présence, il y a quand même du rejet. Et puis maintenant, le métolachlore qui était identifié, mais on se trouve ça sur la Saône et tout, bien évidemment. Voilà, donc on essaye de trouver des process de culture et tout. Et je remercie le monde agricole parce qu'ils jouent le jeu, hein, ils en ont bien pris conscience. Hein. Et ça, c'est un travail, c'est à souligner. Malgré tout, quand on parle du miscanthus, par exemple, c'est pas, au niveau économique, c'est pas quelque chose qui est couronné de succès. Qui fait rêver la profession. Ben, pas vraiment, non. D'autant plus que 2021, c'est une année, je me permets, parce que mon collègue en dira peut-être un mot, 2021, c'est une année quand même qui est assez bénéfique, aussi au niveau agricole, au niveau des CRL et tout. Donc après, quand vous dites, voilà, vous pourriez partir sur ce mode de culture. À tel tarif? Donc ça, comprenez que ça pose quand même quelques problèmes. Là, là pour le coup, il faut vraiment être pédagogue. Dernier point, enfin, pour terminer les propos, puisque je ne suis pas à avoir un remerciement, si je puis dire, je remercie quand même l'agence de l'eau, quand même, quelque part, parce que sans le soutien de l'agence de l'eau, tout ce qu'on met en place, ne serait-ce qu'en matière d'assainissement collectif, ce serait quand même beaucoup plus compliqué. Et moi, j'invite mes collègues, qui m'entendent certainement, des présidents de PCI, n'attendez pas trop 2026, enfin 2025, pour réfléchir au transfert des compétences, parce que à mon avis, ça va se précipiter, les bureaux d'études vont être submergés certainement, ça risque d'être compliqué. Donc moi j'invite mes collègues, nous sommes en 2022, alors je sais qu'il y a des collègues, par exemple, à comité de communes qui jouent que cela mienne, Mâconnais, Tournujois, mon collègue que président a pris les choses en main, donc aller réfléchir pour faire cette étude, pour ce transfert de compétences avant 2026. Parce que ça risque d'être compliqué. Alors, puisque nous sommes dans les remerciements, je vous remercierai aussi pour ce message à l'attention de vos collègues élus, très concret, et puis pour votre transition avec le monde agricole. Et effectivement, je me tourne vers Monsieur Convert, élu à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Vous êtes agriculteur vous-même dans quel type de production, Monsieur Convert? Moi, je produis du lait et des céréales. Du lait et des céréales. Polyculture, éleveur. Polyculture, élevage, donc concerné par l'ensemble des filières, des principales filières, on va dire, de l'agriculture française. Alors, comment la Chambre que vous représentez aujourd'hui, la Chambre d'agriculture et les chambres d'agriculture peut-être en général concernées dans le Val-de-Saône accompagnent-elles les agriculteurs vers ces pratiques auxquelles nous faisons appel depuis ce matin, qui prennent en compte la qualité des eaux, en particulier pour cette table ronde? Oui, je voudrais déjà en préambule parler du monde agricole. Enfin, le monde agricole, enfin, la génération de mes parents avait comme mission de produire, ce qu'elle a fait. Elle était dans le quantitatif, elle n'avait pas forcément intégré la dimension environnementale puisqu'il n'y avait pas forcément nécessité, il n'y avait pas prise en compte. Et que pour dire que maintenant, les agriculteurs qui sont en place et les futurs agriculteurs, ils ont vraiment cette dimension environnementale, donc production et aussi environnement. Après, pour redonner aussi la ligne de la Chambre d'agriculture, donc la ligne c'est la triple performance, économique, environnementale et sociétale. Parce que voilà, maintenant il y a d'autres défis. Il nous faut continuer à travailler, voilà, à faire attention. Il y a quand même tout ce qui est économique, environnemental et sociétal. Voilà, la Chambre d'agriculture, voilà, elle travaille assez largement. On n'a pas forcément une solution de remplacement. Enfin voilà, on n'est pas là pour mettre la poussière sous le tapis non plus. Il y a la question des nitrates, des pesticides. Les nitrates concernent les éleveurs et la partie culture. La partie pesticides, plutôt voilà, tout ce qui est moins les éleveurs. Pour dire que voilà, c'est un peu comme le défi énergétique, sortir du pétrole, c'est pas aussi simple. Voilà, il y aura un bouquet de solutions, donc plus de travail mécanique. Nous, voilà, ce qu'on demande, enfin, ce qu'on propose aux agriculteurs, c'est d'aller dans cette voie-là. La solution, le bio est une solution
pas forcément l'unique solution, peut-être à prioriser aussi dans des terres plus filtrantes. Il y a en jeu les aires d'alimentation de puits de captage. Le maintien des prairies, donc qui diminue la pression au niveau phyto. Mais par contre, il faut quand même continuer à garder de l'élevage parce qu'en ce moment, il est plutôt attaqué, voire décrié. Donc il n'y a pas la solution, il y aura un ensemble de solutions. Mais la priorité, c'est, le président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire le dit, la modernité saine. C'est ça qui nous préoccupe. Pour qu'il reste de l'agriculture dynamique et compétitive, puisqu'on est quand même dans l'Europe. On est mondialisé aussi, notamment dans le domaine des grandes cultures. On a besoin d'aller de l'avant, c'est-à-dire des mises aux normes, d'être accompagné sur des mises aux normes qui coûtent quand même assez cher, sur des matériels pour diminuer la pression des herbages. Mais on l'a vu dans le plan de relance là qui était sorti en une journée, les agriculteurs, quand on leur demande de changer, ils sont là, quoi. Après, il faut qu'on ait des solutions techniques, économiques à proposer, ce qui n'est pas simple. Est-ce que, sans trop nous éloigner de notre sujet, est-ce qu'on peut dire globalement, comme ça a déjà été évoqué par M. De Serles tout à l'heure, par exemple, ou vos confrères, est-ce qu'on peut dire que le nerf de la guerre, c'est finalement en bout de course, le prix des produits, en quelque sorte? Est-ce que c'est ça le facteur clé de succès principal? Mais moi, je dirais, en tant que représentant, faut pas forcément parler de rupture, de choc. Il faut plutôt être dans l'accompagnement, dans l'adaptation. Parce qu'en fait, quand on bouge des curseurs, notamment, on peut se faire plaisir entre guillemets sur l'eau, mais passer tout mécanique, on a aussi le défi air qui nous arrive. Donc le retour au labour systématique, est-ce que c'est la solution d'après les études? Énergie fossile, relargue le polluant atmosphérique, du CO2, la dégradation de la matière organique. Donc l'agriculture, c'est vrai qu'elle a une position un peu compliquée. Elle souffre du changement climatique, donc comme les rivières. Elle est aussi émettrice, mais par contre, elle peut aussi apporter des solutions en captage de carbone dans le sol. Donc il y a plusieurs enjeux. Attention de ne pas être dans le... il faut aller le plus vite possible, ça c'est clair. Par contre, c'est vrai qu'on est sur des temps assez longs quand même. On l'a vu, il y a des molécules qui ont été arrêtées il y a longtemps, elles continuent à se retrouver. On est sur des temps longs. Les collectivités ont aussi arrêté d'utiliser sur des sols imperméables des phytos, donc ça peut aussi améliorer. Et par contre, c'est vrai que je veux dire, le bio, ça répond à des marchés aussi. Quand on parle d'économie, il y a le marché des circuits courts, le bio, on le voit, ça bloque sur le lait et les œufs en ce moment. La conso ne suit pas. Donc c'est quand je vous dis les chocs, les ruptures, attention, c'est pas aussi simple que ça. Oui, avec de bonnes intentions au départ, vous nous dites qu'il y a eu beaucoup de conversions ces dernières années, je crois qu'on peut en témoigner, mais qui n'ont pas forcément rencontré le marché qu'on leur promettait. Ça a été évoqué déjà ce matin à propos du prix du lait bio, par exemple. Comme vous le savez, nous allons nous tourner dans quelques instants vers nos participants qui vont interagir avec vous, qui ont peut-être des questions à votre intention, donc je leur laisserai un peu de temps pour ce faire, mais il nous reste encore quelques minutes peut-être pour évoquer encore quelques points. Monsieur Muneret, justement, j'allais me retourner vers vous pour en savoir un petit peu plus, notamment sur ce que vous faites concrètement. Vous aviez commencé à le faire pour améliorer la qualité des eaux, et vous êtes là aussi de manière, s'il fallait prouver votre légitimité, vous avez des expériences très, très positives en la matière. Oui, effectivement. Alors je vais vous proposer d'enlever votre masque pour qu'on vous entende bien. Pardon, oui, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on ne traite pas que le curatif, puisqu'on a également des projets pour anticiper un peu l'avenir. On a développé une zone, on a sanctuarisé une zone de 120 hectares au sud-est de Mâcon sur ces 10 dernières années en achetant le terrain avec le syndicat voisin pour les générations futures. Puisqu'on s'est aperçu que dans notre périmètre Val-de-Saône, qui est pourtant paisible et tranquille, on a l'impression d'être à la campagne, mais dans un environnement très, très naturel. On s'est rendu compte vite que des ressources en eau, en quantité et en qualité, encore une fois, puisque c'est les deux qui nous intéressent, elles n'étaient pas si nombreuses que ça. Donc là, on en a identifié une.
et que l'on a effectivement sanctuarisé avec l'aide de l'Agence de l'eau et du département. C'est ce que j'allais vous dire, ces acquisitions de foncier. Je me demandais comment elles étaient financées ou Ils par nous ont qui. aidé à 80%, hein, c'est une aide très très importante. Alors sur 120 hectares, on a dû acquérir à peu près à ce jour 70-80 hectares. Mais l'idée étant de morceler un peu les parcelles pour éviter que de nouvelles activités qui seraient un peu néfastes à la qualité de l'eau viennent s'installer. Donc je pense que là, l'objectif est réussi. Il faudra qu'on voit avec nos amis de l'Agence de l'eau pour qu'on puisse poursuivre effectivement dans les années à venir la fin de ces acquisitions. On a également, sur un autre captage, établi un bail environnemental amphithéotique. Donc ça, c'était, je crois, peut-être même le premier au niveau du bassin de l'agence Rhône-Méditerranée-Corse, à l'occasion d'une vente d'une exploitation. Et donc, on a neutralisé quelques terrains de cette ferme qui était le plus proche des périmètres de protection. Moi, je voudrais revenir sur donc ça, c'est pas que du curatif. On anticipe l'avenir. On est des gens passionnés par ce qu'on fait. Je voudrais revenir sur la partie pesticides qui a été abordée, notamment le métolachlore, enfin le S-métolachlore, parce que le métolachlore avait été interdit en 2003. Donc c'est une substance qui est utilisée dans quelles circonstances? C'est un herbicide qui est utilisé pour les cultures de printemps. Donc c'est 100% origine agricole. Alors moi je stigmatise pas le monde agricole, hein. On travaille avec eux sur des actions d'animation, avec le PTB notamment, et l'Agence de l'eau, encore une fois, sur 2 sites de captage prioritaires, Massieux et Civrieux. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on fait de la pédagogie avec des conseils en fertilisation. Voilà. Bon, je regrette simplement peut-être qu'il y a à peine assez de participation du monde agricole, mais voilà, on fait des animations comme cela et on commence à en faire aussi au niveau du grand public. Mais sur ce S-métolachlore, alors qui est encore une fois complètement autorisé aujourd'hui, donc le monde agricole l'utilise, il n'est pas interdit, il est a priori efficace et pas trop coûteux. Donc effectivement au printemps, voilà, ils en mettent quelques quantités. Ce produit-là, jusqu'au 1er janvier 2022, dans notre département, n'était pas analysé dans les programmes de suivi de l'ARS. Donc il y en avait sans doute qui existaient, qui étaient présents, mais on n'en avait pas connaissance. Donc depuis le 1er janvier 2022, donc ça fait après une année, sur nos 8 captages du syndicat, il y en a 5 qui ont été déclarés comme présentant une eau non conforme. Ah oui. Donc l'ARS a mis un suivi mensuel. On aura, je pense, les résultats. L'ARS nous demande d'envisager du curatif. Bon, pour l'instant, nous, c'est hors de question d'aller sur du curatif, d'installer des installations de traitement en charbon actif dont le résultat n'est pas forcément garanti non plus à 100%. On a installé déjà 5 sur... voilà, ça fait à peu près 2-3 millions l'investissement, vous voyez combien on arrive. Et on considère que, entre guillemets, c'est pas à nos abonnés à payer la note. Il y a toujours ce sacro-saint principe de pollueur-payeur, bon, voilà, qu'il faudra bien évidemment un jour peut-être reprendre en conscience. En tout cas, là, nous, on a fait énormément de communication. On a sollicité nos parlementaires députés et sénateurs qui sont intervenus aux assemblées. Les choses bougent. Les ministres sont intervenus en disant qu'il y aurait des directives données au préfet à la fin de l'année 2021. Bon, on n'a pas vu encore arriver grand-chose. On avait d'ailleurs écrit un message à notre préfète qui vient de changer. On lui avait écrit 2 fois dans l'année 2021 ce sujet-là. On n'a jamais eu d'ailleurs aucune réponse. Voilà, donc c'est aussi un sujet qu'on travaille avec le monde agricole. On est en train, via la Chambre de l'Ain, d'essayer de travailler sur une charte de bonne conduite. Ils ont tout à fait conscience de cela. Hein, voilà, mais bon, le problème pesticide, je pense que c'est pas simplement le S-métolachlore. Je voudrais finir là-dessus. Je pourrais en parler des heures, mais
parce que à tout produit qu'on interdit un jour, on a vu avec l'atrazine, déjà il y a 2 problèmes, c'est que 20 ans après, Il y a la rémanence des produits. on la trouve toujours. Nous, on veut développer un site de captage avec un 4e ouvrage. On ne peut pas parce que l'ARS nous dit non, vous ne pouvez pas, il y a des éthylatrazines. Donc ça, c'est quand même très embêtant 20 ans après. Et puis le problème de ces produits-là, c'est qu'une fois qu'on en a interdit un, on l'a vu avec le métolachlore interdit en 2003, après on a mis le S-métolachlore sur le marché. Si on interdit le S-métolachlore, dans la foulée, tout de suite derrière, les fournisseurs, les fabricants, ils ont déjà le fabricant de substitution. Donc moi je pense que les pesticides en général, alors ça a un impact fort sur le monde agricole, mais moi ma version c'est de les interdire sur tous les sites de protection, de production d'eau potable, d'air, d'alimentation. C'est une interdiction complète. De principe qui devrait être généralisé selon vous. Voilà, puisqu'on ne peut pas traiter qu'un pesticide, puisqu'il y a aussi l'effet cocktail. Ces pesticides, tous les pesticides rentrent dans la norme, quand on les ajoute, il y a aussi cet effet cocktail à prendre en compte. Donc, pour moi, c'est interdiction tout pesticide. Alors ça, effectivement, des débats sans doute un peu compliqués à venir avec le monde agricole, mais auquel vous vous préparez, si je comprends bien. On se prépare depuis longtemps et je vous dis, on a des actions avec eux depuis... Merci Monsieur Muneret. Comme vous le savez, nous allons entendre les participants dans un instant à travers le porte-parole que sera notre modérateur. Juste avant, peut-être une petite précision à propos de cette molécule en particulier, le S-métolachlore, Madame Coquery, pour ce que l'on en connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est une molécule particulièrement problématique et surveillée en attendant de prochaines, si j'ai bien compris, mais enfin, en attendant, qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, je ne suis pas spécialiste des pesticides et donc je ne saurais pas dire sa toxicité. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est une molécule qui est retrouvée partout dans les eaux de surface. De façon, c'est vraiment la molécule la plus fréquemment quantifiée. Qui sont très résistantes visiblement à la dégradation. Qui se dégrade, elle se dégrade, mais en produit de dégradation, comme je disais, dont on ne connaît pas forcément la toxicité. Il y a le deuxième effet. Voilà. Et donc elle vient vraiment, le binôme en haut de la course, c'est le glyphosate et le métolachlore, cette molécule-là. Ouais, et c'est juste pour dire, je rajoute un petit bout à l'équation, et vous m'interrogiez sur les défis de demain et qu'est-ce qu'il faut regarder. Malheureusement, on a également toute une frange de molécules qui est utilisée dans le domaine de l'élevage. Alors, c'est les molécules qui sont données aux animaux antiparasitaires, par exemple, mais c'est aussi tous les produits désinfectants divers et variés. Et tout ce domaine-là qui est en cours d'exploration, qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup de molécules qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées au niveau humain. Mais il y en a des spécifiques. Et donc, c'est vraiment tout un domaine où certaines molécules commencent à arriver dans les listes de vigilance au niveau de la réglementation et sur lesquelles, effectivement, on a la même problématique que si une molécule est interdite, va y en avoir une autre. Et il faut regarder ça de manière vraiment globale sur comment on œuvre pour avoir une agriculture plus durable, plus responsable, quelles sont les bonnes pratiques, tout ce que vous mentionnez juste avant, pour vraiment regarder ça de façon plus haut. Oui. Monsieur Convert, c'est pas pour un droit de réponse, mais évidemment, comme vous êtes interpellé, voilà. Donc, je vous laisse évidemment rebondir là-dessus, en tenant compte de vos problématiques propres. Ouais, sur le métallochlore là, qui nous explose un peu à la figure, le producteur de ce produit-là préconise de ne pas l'utiliser en aire d'alimentation de puits de captage. Nous, on relaie ce message, il n'y a pas de problème. Voilà, la préconisation, c'est que dans les aires d'alimentation de puits de captage, il n'y ait pas d'application. C'est un produit racinaire. C'est toujours un peu embêtant. C'est vrai que c'est toujours... C'est une vieille molécule. Monsieur Muneret parlait d'interdiction. Est-ce qu'au moins, justement, puisque le producteur lui-même, le fabricant lui-même fait cette préconisation, pourquoi ça ne pourrait pas être tout simplement une interdiction ? En fait, il faut, comme je vous l'ai dit, il faudrait essayer de prioriser les enjeux. C'est-à-dire, l'eau potable, c'est entre guillemets sacré. Donc, voilà, qui est une interdiction sur ces zones d'alimentation, puisque... Oui, je parlais d'interdiction au moins sur ces zones, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est sûrement, l'objectif, c'est de s'en passer, c'est clair. Il y a d'autres moyens. Voilà, il faudra arriver à s'en passer, puisque la détection fait qu'on arrive aussi à aller... elle n'était pas recherchée avant, maintenant elle l'est. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, personne n'est là pour mettre la poussière sous le tapis. Oui, bien sûr. Donc,
Mais par contre, c'est vrai que moi, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que bon, la question des phytos, elle est ambiguë. C'est-à-dire que y a quelques gros producteurs de phytosanitaires qui n'avaient pas forcément intégré peut-être la dimension environnementale. Enfin, l'Europe est un quartier c'est un quartier du monde, hein, pour eux. Hein, donc voilà, la question environnement. Est-ce qu'on est aussi en droit d'attendre des produits à profil environnemental supérieur? J'espère. Enfin, moi, je vais vous le dire. Nous, en tant qu'agriculteurs, on a besoin aussi d'entourage qui ait la dimension environnementale d'intégrer. On ne pourra pas être tout seul. Voilà, donc c'est pour dire tout et comme, je vais prendre un exemple, la stratégie nucléaire en France, elle a évolué. C'est-à-dire qu'il fallait sortir. Maintenant, presque on y revient. On y revient si... À certaines conditions. Voilà, si la dimension environnementale est intégrée. Donc voilà, je vous le dis, c'est des vieilles molécules, voilà, qui sont pas propres. Enfin voilà, donc c'est pas continu. Merci Monsieur Convert pour cette précision. Comme promis, je vous propose de nous tourner vers nos participants, vers celles et ceux qui nous écoutent à distance. Et pour ce faire, je vais proposer à notre modérateur, alors peut-être à un autre modérateur, nous avons eu Franck tout à l'heure, j'invite Boris Michalak, qui est responsable du pôle Saône à l'EPTB Saône-Doubs, à nous rejoindre, peut-être pour nous faire cette présentation des questions qui ont pu arriver pendant nos échanges. Boris. Oui, bonjour à tous, et beaucoup de réactions effectivement, puisque je crois qu'il y a à peu près 250-260 personnes qui sont connectées en ce moment. Il y a déjà une petite centaine de réactions au débat. Il y a une première question qui est soulevée par les personnes, c'est on a commencé à parler un peu du foncier. Est-ce que ça peut être une solution, la maîtrise foncière, qui peut évoluer à plus grande échelle? Quels sont les freins qui existent aujourd'hui pour avoir un peu plus de maîtrise foncière, notamment sur les captages prioritaires? Merci pour cette première intervention. Qui souhaite répondre à cette question? Monsieur Rollin, oui, je pense. Dans la mesure où ça anticipe peut-être sur une question que j'allais vous poser en guise de conclusion ou de synthèse, et c'est l'occasion peut-être d'en parler, c'est justement les modes d'accompagnement des agences et de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse en particulier pour améliorer la qualité des eaux et donc pourquoi pas à travers l'accompagnement de l'acquisition de foncier par exemple. Alors avec cette question, on est au cœur de l'objectif de prévention. Je pense qu'il faut le réaffirmer sur les problématiques de pollution. La meilleure réponse, c'est toujours la prévention, le préventif plutôt que le curatif. Et pour faire du préventif, il y a plusieurs manières de le faire. Alors la maîtrise foncière est un outil de prévention. D'ailleurs, maîtrise foncière ne veut pas forcément dire acquisition foncière. Il y a d'autres outils de maîtrise foncière. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on travaille avec les collectivités. L'Agence de l'eau a elle-même une politique foncière et on travaille effectivement à utiliser ce levier-là lorsque c'est nécessaire sur des sites où ça a été identifié comme la meilleure solution. Donc, l'agence peut effectivement, ça a été évoqué d'ailleurs par Monsieur Muneret, accompagner les collectivités sur cette maîtrise foncière. Donc, c'est un outil de prévention, c'est pas le seul. Moi, le sujet sur lequel je voudrais revenir et qui a déjà été évoqué un peu en filigrane tout au long de nos débats, c'est le fait qu'on parle finalement sans les avoir nommés des eaux souterraines. Notre séminaire, notre journée d'aujourd'hui, c'est sur la Saône. Alors on visualise bien la Saône qui coule, mais la Saône, c'est aussi une part invisible. Elle est en interaction avec des eaux souterraines. Et c'est d'ailleurs dans ces eaux souterraines, dans cette nappe alluviale, qu'on va le plus souvent prélever pour l'alimentation en eau potable. Et justement, pour les eaux souterraines, la prévention revêt une importance encore accrue parce qu'on est sur des systèmes qui ont une inertie telle que quand il y a une erreur de fait ou quand une pollution est passée, on la subit pendant très longtemps. Et donc, ça renforce l'intérêt de gérer à la source et de prévenir pour ne pas avoir à faire du curatif pendant de longues périodes, quoi. Ça me semblait vraiment important d'insister là-dessus et sur le fait que ces eaux souterraines, elles sont présentes tout au long du Val de Saône et il y a un enjeu majeur à identifier des secteurs qui sont intéressants pour l'alimentation en eau potable, notamment des populations
aujourd'hui, mais dans le futur également. Ce sont des ressources stratégiques, des eaux souterraines qui sont présentes le long de cet axe Saône. Et il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à les identifier, à les délimiter et à mettre en place des approches de prévention sur ces zones stratégiques. Donc, il y a la maîtrise foncière, il y a plein d'autres choses. Ça peut déjà commencer par la prise en compte de ces zones dans les documents d'urbanisme. Et l'aménagement du territoire, on n'en a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, mais ce sont de vrais sujets. Il y a un réel enjeu à délimiter, à identifier ces eaux souterraines importantes pour l'avenir et à les sanctuariser, à les intégrer dans l'aménagement du territoire, la façon dont on pense le territoire. Sujet sur lequel nous reviendrons cet après-midi, voilà, pour information, dans l'une de nos tables rondes consacrées à l'aménagement et au développement du territoire du Val-de-Saône en particulier. Voilà. Merci pour ces précisions. Boris, je me tourne vers vous de nouveau pour une autre question éventuellement. Oui, il y a beaucoup d'autres questions. Alors, il y a une question notamment par rapport à tout ce qui est financier, donc les aides financières. Donc, ça risque de devenir, voilà, c'est plus une question pour les agences de l'eau, département. Certains regrettent qu'il n'y a plus d'aide, en fait, pour les systèmes d'assainissement, notamment en non collectif, alors qu'il existe encore des soucis. Est-ce que ça peut être envisageable de retrouver des aides de ce type-là? Et certains ont parlé aussi de création de zones tampons entre les eaux de ruissellement avant qu'elles n'atteignent les rivières. Donc, est-il possible d'imaginer des choses, hein, voilà, on sait qu'il y a des chambres d'agriculture en Lorraine, par exemple, qui se sont penchées sur les questions. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être envisageables? Et la grande question, on tourne toujours autour des aspects financiers. Est-ce qu'il peut y avoir des aides de l'Agence de l'eau ou d'autres collectivités sur ces thématiques-là? Bon, Monsieur Rollin n'a pas fini de parler, si je comprends bien. On va quand même effectivement souvent le solliciter, je suppose. Enfin, les questions se concentrent sur cette notion d'accompagnement, de financement. Évidemment, je pense que chacun ou chacune d'entre nous, participants ou intervenants à cette journée, est tout à fait conscient des dispositions à prendre quant à leur financement. C'est une autre question, ou à la manière de les orchestrer en quelque sorte. Donc, on se tourne de nouveau vers vous. Alors, sur les questions d'assainissement, le constat qu'on peut faire, c'est que sur la qualité des eaux et les pollutions, les plus gros impacts sont ceux des agglomérations. L'habitat dispersé a un impact qui est difficilement mesurable. À l'inverse, les agglomérations, en ce sens qu'elles concentrent les sources de pollution, qu'elles peuvent, on a parlé de l'imperméabilisation des sols, ça peut générer des dysfonctionnements des systèmes d'assainissement par temps de pluie. Dans ces agglomérations, on a aussi tout le tissu industriel et d'entreprises qui peuvent aussi utiliser les produits qu'on a évoqués un peu plus tôt. Donc, et sur la Saône, c'est quand même ce qu'on constate, c'est-à-dire que la dégradation de l'état chimique est on le localise plutôt quand même en aval des secteurs où il y a des foyers de population importants. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles l'agence de l'eau, ou les agences de l'eau d'ailleurs, elles y ont été encouragées par leur ministère de tutelle, se sont focalisées non pas sur l'assainissement non collectif, qui avait déjà été beaucoup financé dans les programmes d'intervention précédents, mais on souhaitait vraiment mettre l'accent sur l'impact plutôt des agglomérations, et c'est pour ça qu'on finance la désimperméabilisation pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement par temps de pluie, et c'est aussi pour ça qu'on finance par exemple des opérations collectives de réduction des pollutions par les substances toxiques au niveau de ces agglomérations, que sur le bassin de la Saône, il y a plusieurs de ces démarches à Besançon, à Dijon, à Châlons, où nous nous trouvons, où des animateurs locaux vont au-devant de toutes les entreprises du territoire pour voir comment elles gèrent leurs process, leurs eaux, et comment elles peuvent réduire les émissions de flux de polluants vers les réseaux et vers le milieu récepteur à la fin. Il y a donc eu des arbitrages pour des raisons de priorité qui ont été décidés dans le programme en cours notamment. C'est ça. Est-ce qu'on commence déjà à mesurer les effets, ou est-ce qu'on fait on peut faire des prévisions sur les effets attendus? Est-ce que les choses sont en cours? Est-ce que ça se présente bien? Est-ce que l'affectation de ces moyens a été mise au bon endroit au bon moment? Alors, ce qu'on recherche, c'est quand même des effets sur le long terme, et je ne saurais pas la mesure à court terme est plus compliquée, j'imagine, bien sûr. Donner les effets de politiques d'intervention qui ont été accentuées ces dernières années. Ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille et qu'on communique
sans doute davantage sur les effets de ces politiques-là. La désimperméabilisation, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais on est aussi au démarrage. Sur les... alors là, j'ai parlé d'approche au niveau du tissu urbain sur certaines pollutions qui sont des pollutions liées à des sites industriels en particulier. On a aussi des projets qu'on finance et qui sont des projets très conséquents avec des investissements très conséquents des industriels pour réduire les impacts. Qui ciblent des problèmes bien identifiés. Voilà. Alors là, pour le coup, on a des effets très immédiats quand un industriel investit des millions sur des infrastructures qui lui permettent de réduire les fuites d'effluents chargés en polluants. Là, on a des effets, rapides. Voilà. Donc, il faut avoir les deux approches. Composer avec tout ça. Oui, Monsieur Bécou, je vous en prie. Merci beaucoup. Je remercie l'interlocuteur pour la pertinence de sa question. Avant d'exercer la compétence assainissement collectif sur notre collectivité, nous exercions bien sûr la compétence SPANC. Et on avait énormément travaillé à ce sujet-là. On a un peu plus de 500 installations. Moi, ce que je regrette dans tout ça, effectivement, on avait l'avantage d'avoir un soutien financier de l'Agence de l'eau à hauteur de 3 500 € par réhabilitation. Une réhabilitation qui peut aller jusqu'à 10 000, 12 000 € à peu près, autour de là. Enfin, tout ça, c'est variable. Là, c'est un coup d'arrêt. On était bien parti. Effectivement, on avait un programme, on faisait tant par an et tout. Et c'est en termes de message, parce que du jour au lendemain, ça s'arrête. Les gens comprennent plus tellement, quoi. Assainissement collectif, on fait des grosses actions. Assainissement non collectif, ça s'arrête. C'est presque un peu dommage. Alors, moi, je ne sais pas où vous en êtes au niveau de la mi-parcours du 11e programme. Est-ce que c'est quelque chose que éventuellement vous pourriez envisager par la suite? Parce que je serais tenté de dire, il n'y a pas de petite pollution, quoi. Hein, ouais. Ça représente encore un pourcentage identifié important, selon vous, sur votre Comcom, par exemple? Bien évidemment, on en a traité quelques dizaines seulement. D'accord. Alors qu'il y avait un travail quand même qui était très important à faire, et c'est un petit peu dommage. Et en fait, c'est le message qui est donné, c'est un petit peu compliqué. Qui était un petit peu contradictoire. Mais on a compris qu'il y avait des arbitrages qui étaient liés à d'autres priorités. Madame Coquery, vous voulez dire un mot? Il nous reste juste 2-3 minutes pour prendre une dernière question, si vous le voulez bien, juste après votre intervention. C'était juste je rajoutais juste un mot sur l'importance. Effectivement, on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à évaluer l'impact des pollutions diffuses. Et on est dans cette question-là. Enfin, c'est plus facile d'aller mesurer des contaminants et des polluants à l'extrémité d'un rejet ponctuel, diffus, que ce soit effectivement urbain, en zone urbaine ou en zone périurbain ou en zone agricole. C'est plus compliqué, mais je pense que c'est vraiment là qu'il faut aller accentuer les programmes de mesure, même si c'est pas facile. Merci beaucoup pour cette précision. Je me tourne une dernière fois vers Boris Michalak, responsable du pôle Saône à l'EPTB Saône-et-Doubs, pour nous faire part d'une dernière question, éventuellement à ce stade, sur notre problématique de la qualité de l'eau. Oui, alors il y avait des questions, des échanges par rapport au domaine industriel, mais ça a déjà été répondu par les différents intervenants. Mais peut-être, vu que c'est déjà l'heure pratiquement de conclure sur la matinée, il y a eu beaucoup de réactions aussi sur... on voit qu'il y a une forte mobilisation aujourd'hui. Comment peut-on concrétiser un peu plus quelle suite à donner à sa Saône? Est-ce qu'il peut y avoir des signatures, des choses, des outils concrets qui peuvent exister pour vraiment continuer à mobiliser l'ensemble des acteurs autour du Val-de-Saône? Voilà, je vais m'adresser à chacun d'entre vous. Ça sera un petit peu le mot de la fin. Est-ce qu'on peut, Monsieur Convert par exemple, est-ce qu'on peut envisager, si ce n'est une contractualisation, en tout cas de mettre en place des choses un peu plus dans le cadre de conventions par exemple, à l'avenir? En fait, je n'ai pas remercié le PTB pour l'événement. Ça sonne, c'est vrai que d'en parler, de mettre tout le monde autour de la table. Enfin voilà, cet après-midi, il y a un groupe de travail, enfin une table ronde sur la biodiversité et l'entretien de la biodiversité. Nous, c'est vrai qu'aussi les chartes qui associent tous les acteurs, alors que nous, on est plutôt parti sur la charte zones humides, c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on est dans ce schéma-là, c'est de dire voilà, il faut concilier agriculture et environnement, les deux, et trouver des solutions pour que les deux soient respectés dans leurs objectifs, enfin que l'environnement soit de qualité, amélioré. La charte des zones humides, elle consiste en quoi? Quels sont les engagements des uns et des autres? Eh bien, en fait, c'est déjà de questionner, enfin, de mettre les compétences autour de la table. Première chose.
de trouver voilà, des points de convergence, enfin, les attentes. Elle a été mise en... Enfin, pour revenir en 2011, elle a démarré chez nous avec un enjeu de 2011. C'est-à-dire, c'était plutôt comment faire en sorte que les travaux de chantier hydraulique, enfin plutôt l'assainissement, enfin, des terrains, enfin, des zones humides, tout en respectant l'environnement, puissent se faire. Donc avec l'OFB d'associés. En 2021, il y a l'enjeu quantité d'eau. C'est-à-dire que, ça fait, comme l'a dit notre président de CERL, 3 années de sécheresse, 1 année d'inondation. On sent bien que la gestion quantitative de l'eau, il faudra l'associer à cette démarche-là. Alors qu'en 2011, elle n'était pas encore d'actualité. Donc voilà, continuer dans ce schéma-là, c'est-à-dire quand il y a des soucis, mettre les compétences autour de la table, déterminer les objectifs de chacun et essayer de trouver des solutions pour que tout le monde soit respecté. Merci beaucoup, Monsieur Convert. Juste un mot, Monsieur Muneret, il nous reste 2 minutes pour ce faire. Monsieur Muneret, Monsieur Bécous, peut-être pour un dernier message d'élu. Oui, effectivement, moi, pareillement, je remercie le PTB de cet événement. Je pense que c'est un événement, effectivement, qui est un point de départ. Il ne faut surtout pas que ça s'arrête là. Je pense qu'il serait intéressant de le reconduire, de le renforcer. Je pense qu'il serait intéressant aussi peut-être d'organiser sur des thèmes de séminaires sur une journée, réunir tous les différents acteurs, parce qu'il va bien falloir à un moment donné qu'on parle les uns les autres et qu'on arrive à se mettre d'accord sur des objectifs de qualité. L'eau est un bien fondamental, hein. Sans eau il n'y a pas de vie possible, donc il faut vraiment que chacun prenne conscience de ça et puis tout simplement qu'on applique aussi des choses qui existent, hein. Je sais que dans les déclarations d'utilité publique de protection des captages, il y a un article un peu magique qui dit que toute activité susceptible de nuire à la qualité de l'eau est interdite. Malheureusement, il ne s'est pas appliqué, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses assez simples à faire, mais il faut vraiment se dépêcher. Il y a une urgence de qualité, mais une urgence climatique qui va vite arriver, hein, avec l'impact du réchauffement climatique. Il faut que le PTB continue ce travail-là et continue de nous associer et réunisse le plus de monde possible. Merci Monsieur Muneret pour ce message conclusif. Un dernier mot, Monsieur Bécous, 30 secondes pour ce faire. 30 secondes, vous avez fait. Je m'associe effectivement au remerciement qui ont été adressés à l'EPTB. Effectivement, il faut qu'on se retrouve un peu plus souvent, mais je pense que la démarche est bien enclenchée. C'est pour ça que je me permets d'être positif. Une chose que je n'ai pas citée également, on mène un travail dans les plans d'aménagement, d'un plan d'alimentation territoriaux, si je puis dire. Donc, il peut effectivement avoir des débouchés sur des modes de culture qui peuvent être profitables à tous. Voilà, donc c'est un travail partenarial qui va être mené avec toutes les actions. L'essentiel, c'est d'aboutir. Merci pour vos messages positifs et qui vont tout à fait dans le sens et dans l'esprit de cette journée, puisque les uns et les autres appelés à non seulement vous retrouver dans ce type de circonstances comme aujourd'hui, mais aussi à faire perdurer ce type de rencontres et à vous mettre autour de la table régulièrement. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions tout à fait sereines et constructives, justement, qui vont également dans ce sens. Merci pour votre présence. Je signale à nos participants que nous terminons à l'heure prévue, ou presque, avant de nous retrouver à 13h30 tout à l'heure pour justement évoquer d'abord la gestion des ressources naturelles et patrimoniales dans une première table ronde de l'après-midi et la suivante qui sera consacrée au développement et à l'aménagement du Val-de-Saône. Mais avant cela, puisque nous arrivons à la fin de cette matinée, je vous invite à découvrir une série d'interviews et de présentations scientifiques qui ont été enregistrées dans le cadre de la préparation de cet événement, que vous retrouverez en ligne et en restant connecté. Vous trouverez également sous le direct un nouveau bouton qui vous permettra de tester vos connaissances sur le Val-de-Saône. Et ça, c'est un petit exercice un peu plus ludique, car pensons-nous connaître tous le Val-de-Saône dans ses moindres détails? Je n'en suis pas certain. En tout cas, si vous êtes friand d'anecdotes insolites et que vous souhaitez en même temps en apprendre un peu plus sur le Val-de-Saône et sur la Saône, bon quiz à toutes et à tous, bon appétit et à tout à l'heure.